Alors, on va créer un nouveau fichier. J'imagine que vous avez aussi l'écran d'accueil sur lequel vous voyez le bouton Nouveau fichier. Voilà, donc vous allez cliquer sur Nouveau fichier. Donc Illustrator, c'est pour faire du graphisme, au cas où vous ne le sauriez pas. Avant quand même qu'on se lance dans Illustrator, on va être clair, ce n'est pas pour faire de la retouche photo ou des trucages photo. Ici, si je vais dans Google, n'y allez pas. Je vais juste rapidement aller voir au hasard. J'ai tapé Adobe Illustrator dans le champ de recherche Google et vous voyez que c'est pour faire du graphisme. On est assez loin de la photographie en fait. Ce sont des choses sympas dans Illustrator, des choses sympas. Alors bien sûr, on peut faire du photoréalisme dans Illustrator, des choses qui sont plus réalistes, mais c'est pas la tendance en fait. C'est juste un des outils de Illustrator qu'on appelle les filets dégradés. Je vais vous montrer juste après, mais vous ne devrez jamais utiliser Illustrator comme ça. Je vais en parler juste après. Donc Illustrator, c'est principalement pour faire du graphisme. Donc ça suppose que vous êtes un peu doué en graphisme. Alors pour être doué en graphisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir beaucoup d'images. Allez voir dans les musées, allez voir des expositions, allez voir sur Google, s'abonner à des groupes sur Discord, Facebook ou autre, peu importe, Instagram, voir plein de choses. Et quand vous avez un projet et que vous avez à peu près une idée de à quoi doit ressembler le projet, allez voir des projets similaires sur le web, trouver des solutions avec des mots-clés pour trouver des projets similaires au niveau du graphisme. Et évidemment, il ne faut pas les copier, il faut juste s'en inspirer, c'est pas la même chose. Si vous copiez, c'est du plagiat, vous allez avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme disait l'autre. Donc, pas de copie, mais de l'inspiration. Même Picasso s'inspirait, évidemment, mais il ne copiait pas. Donc, voilà. Et alors, je dis donc, quand vous aurez un projet, par la suite, si... il faut aller voir les projets similaires des choses existantes sur le web, avec un moteur de recherche par exemple, essayer de trouver des choses. Mais comment savoir quel style faire pour un travail? Vous avez un client, vous avez une demande, comment savoir quel style faire? Une bonne chose, c'est d'aller voir ce que dans le même domaine professionnel, les autres graphistes ont déjà créé. Cette année-ci, l'année précédente, 10 ans avant, 20 ans avant. Par exemple, vous devez faire du graphisme pour un magasin de jardinage. Ils vendent du matériel de jardinage. Exemple pris au hasard. Allez voir les exemples de graphisme pour du jardinage. Ou un bûcheron, une scierie qui coupe les arbres dans la forêt. Il faut aller voir. Et donc, tout le problème du graphiste, ça va être de faire quelque chose de différent de ce qui a été fait avant, mais quand même, il ne faut pas essayer de faire quelque chose de totalement différent, d'être unique. Ça va vous épuiser. D'abord, vous n'allez pas y arriver. Il y a tellement de choses qui ont existé au niveau du graphisme que c'est quasiment impossible de faire quelque chose de nouveau. Donc, essayez de faire quelque chose dans le genre de ce qui se fait habituellement. Les gens ont l'habitude de voir les choses. Et puis, faites quand même différent. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle. Vous devez faire différent, mais en même temps, vous devez vous mettre dans la tendance de ce qui se fait comme graphisme pour ce métier-là. Par exemple, je vais taper ici dans Google Logo Forest. Si je veux faire donc des choses pour une entreprise qui s'occupe de près ou de loin de la forêt, j'ai des exemples et on voit qu'il y a souvent des arbres qui reviennent avec peut-être des lignes comme ça pour faire l'horizon. Oui, on les retrouve encore ici. Avec des montagnes peut-être, pourquoi pas, ça dépend. Avec une silhouette comme ça en contreforme d'une bestiole. Un lapin. Tout le monde voit que c'est un lapin avec des cornes, évidemment. Enfin, vous voyez le principe. Donc là, je vous donne déjà des astuces avant même qu'on soit dans Illustrator, parce qu'Illustrator, c'est un outil.
Un informaticien qui fait des choses dans Illustrator, c'est hyper moche. Il n'a aucune notion de graphisme. Personnellement, quand j'ai commencé à étudier l'infographie en 92, j'avais déjà un bagage en graphisme. J'avais déjà fait des écoles de graphisme analogique, non numérique avant. Et j'étais pas très bon dans les logiciels. En plus, quand le prof donnait un syllabus ou des ressources, je me disais, je vais plutôt garder ça pour plus tard, je vais me focaliser sur les travaux que j'ai envie de faire. Erreur. Après, on s'en rend compte et on se dit, jamais plus. Maintenant, quand je me lance dans un logiciel, même si j'ai l'impression que ça va être facile, je vais quand même regarder un peu les tutos. Et donc, finalement, je m'en suis très très bien sorti dans cette école. Je suis sorti major de promotion. C'était l'école Rubica en France, une école qui à l'époque s'appelait Superfocom. Alors, ouais, major de promotion, super. Ouais, sauf qu'on était une douzaine, quoi. Pas difficile d'être le premier sur 12. Mais tout ça pour vous dire que le côté graphisme, c'est ça qui m'a sauvé. J'étais pas très bon dans les logiciels, mais du graphisme, je savais en faire. Voilà, et je bossais quand même. J'étais quand même un peu passionné par le truc. Donc voilà, tout ça pour dire que ça compte aussi les connaissances en graphisme, et je vous ai donné les trucs, les groupes Discord, Facebook, Instagram, etc. Voilà la solution. On va pouvoir continuer, j'avais certainement encore des choses à dire, mais... Ah oui, j'avais quelque chose à dire, et vous me le dites pas, enfin, vous êtes grave quand même. J'avais parlé du photoréalisme dans Illustrator. Donc je vais ici taper en anglais le nom de l'outil Illustrator qui s'appelle Gradient Mesh. J'ai même pas besoin de taper Illustrator, à mon avis je vais tomber dessus. Voilà. Et on va tomber sur des exemples comme ceci par exemple. Ça, c'est fait dans Illustrator. Voilà le wireframe, le filet. Donc ce sont des formes avec une grille déformée dessus et des points de couleur sur les différentes parties de la grille. Parfois ça ressemble à la 3D en fait. Parfois ça ressemble vraiment à la 3D. La 3D un peu basique, comme on la faisait dans les années 90, mais quand même. Mais alors, surtout, n'essayez pas de faire ça dans Illustrator. C'est vraiment un outil particulier. Il faut vraiment avoir le client qui veut bien acheter ça, parce que ça peut prendre 3 jours pour faire une image comme ça. Ça peut prendre 3 jours pour faire correctement une image comme ça. Peut-être pas si on est très pro, un jour et demi. Mais après, il faut le vendre. Toutes les heures que vous avez consacrées, il faut les vendre. Donc c'est plusieurs milliers d'euros que ça va coûter pour que ça soit rentable. On est d'accord. Donc n'essayez pas de faire de l'hyper-réalisme, du photoréalisme dans Illustrator. Laissez ça à certains pros qui ont les moyens de le faire, qui ne doivent pas rentrer de l'argent d'une autre manière, qui arrivent à rentrer de l'argent avec ça. Donc comme ça, les choses sont claires. Illustrator, c'est plus ce que j'ai montré là, des choses de ce genre-là. Sympa. Où on voit clairement que c'est du graphisme. On essaye, voilà, et les choses débordent parfois, c'est pas bien placé, c'est vivant, et c'est sympa, les gens aiment ça. Donc ça peut être simple. Ah oui, il y a un autre problème avec ceci. C'est que souvent, le filet de dégradé, c'est basé sur des photos. C'est basé sur des photos. On démarre d'une photo pour faire ça. Et la photo, elle est parfois sous copyright. Et donc, on a un problème. Si vous refaites une photo dans Illustrator avec des filets de dégradé et que vous obtenez quelque chose qui ressemble vraiment à la photo d'origine, on a un gros problème. Ça ne va pas passer, bien sûr. C'est sympa, mais si c'est basé sur une photo que vous n'avez pas faite vous-même, vous avez un problème.
Non, vraiment, voilà, c'est pas vers ça qu'on va dans Illustrator. Pour faire du réalisme, vous avez maintenant l'intelligence artificielle, vous avez la 3D, vous avez la photo que vous retouchez, photo que vous faites vous-même et que vous retouchez dans Photoshop. Vous faites du painting dans Photoshop en retouchant la photo. Voilà vers quoi on irait plutôt pour que ce soit productif les travaux que vous faites. Voilà, du painting dans Photoshop, c'est-à-dire démarrer une photo sur laquelle il n'y a pas de problème de droit d'auteur, ou une photo que vous avez faite vous-même, encore plus simple, et venir retravailler la photo avec des effets pour en faire éventuellement un effet peinture, un effet de dessin, un effet de concept art. Voilà. Là, au niveau boulot, ça demande moins de boulot. Ça demande de la connaissance de Photoshop assez avancée, mais ça va demander moins de boulot que de faire le filet dégradé dans Illustrator, qui est vraiment le truc, des trucs les plus ennuyeux à faire. Mais pourquoi pas, ils ont mis l'outil dans Illustrator, c'est une collection d'outils qui s'adresse à différentes personnes, et pourquoi pas. On peut aussi l'utiliser de manière plus simple, juste pour faire des dégradés sur des objets. Pas pour faire du réalisme. Donc là, c'est du Photoshop, du painting. Voilà, j'ai juste tapé painting Photoshop dans Google. Et vous voyez un peu le principe. Mais bon, là aussi, c'est très particulier. Il faut avoir le client qui est prêt à payer une photo qui a été retravaillée pour que ça ressemble à une peinture, tout en sachant que l'intelligence artificielle, maintenant, de plus en plus, peut faire ça automatiquement, et que même avant, il existe ce qu'on appelle des scripts, des automatisations, qui permettent de transformer une photo en peinture. Il y a une chose connue, c'est un script géant d'ailleurs. C'est des choses qu'on va chercher sur le web et qu'on ajoute à Photoshop pour que les outils fonctionnent tout seuls. Et il y a, si je retrouve, voilà. Ça, c'est pousser le scripting Photoshop très très loin. Ça, c'est au départ d'une photo, ça donne l'impression que c'est une peinture. Et le script en lui-même a un poids de 900 mégas. Bien sûr, ça intègre de la texture, ça explique pourquoi aussi il fait quasiment 1 giga de poids. Mais en principe, un script Photoshop, on est en dessous du 1 méga. Là, c'est le script monstrueux dont tout le monde a parlé à un certain moment, il y a 3 ans, qui permet de faire de la peinture à l'huile dans Photoshop. Évidemment, le script vous donne de temps en temps la main, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a une main qui sort de l'écran et qu'il dit bonjour, ça veut dire que à un certain moment, il s'arrête de fonctionner et vous devez faire des réglages, faire des choix. Un bon script, c'est comme ça. C'est pas start et puis on attend que ça finisse. À un certain moment, un bon script, pendant le déroulement du script, il vous donne la possibilité de modifier les choses. Voilà un peu pour votre culture graphique